Et donc, encore bienvenue à cette journée d'Éclipse Pro. Cette première journée matinée d'Éclipse Pro, destinée vraiment aux professionnels. Martine m'a demandé de venir vous expliquer ce que l'on fait à l'ADEME sur justement la thématique du climat. Donc, je vais commencer par faire un petit point sur qui est l'ADEME. Ensuite, on va regarder le constat rapidement, les deux piliers de la politique justement climatique, la démarche d'adaptation, la démarche d'atténuation, et puis la mise en réseau des acteurs du territoire, l'IONAGE, réseau Clim Urbain 97.2. Donc déjà, est-ce que tout le monde connaît l'ADEME? Enfin, qui ne connaît pas l'ADEME? Est-ce que vous pouvez lever le là? Une seule personne. Je vais faire un quiz alors. Alors, rapidement, donc moi je suis Annabelle Vigilant, je suis ingénieure sur les thématiques mobilité durable, qualité de l'air et adaptation au changement climatique à l'ADEME. L'ADEME, c'est quoi? C'est un établissement public à caractère industriel et commercial, donc une agence publique sous tutelle de deux ministères. Le ministère de la Transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. On a à peu près 1200 collaborateurs. En Martinique, on est 14. On est implanté à Place d'Armes. Et donc, à l'ADEME, en fait, nous avons 29 implantations régionales dans toute la France, et même toute la France est concernée. On a même des bureaux donc, en Nouvelle-Calédonie, Mayotte, dans tous les DROM et les territoires d'outre-mer. Et puis, donc, nous avons 3 services centraux. On appelle plutôt, voilà, il y a le siège à Angers, 2 services centraux dans le sud et à nord. Et ces services centraux sont en charge justement de développer des guides, des différents éléments d'expertise pour travailler sur beaucoup de domaines qui sont les énergies renouvelables, le transport, la mobilité durable, la qualité de l'air. On travaille sur les trajectoires bas carbone, l'adaptation au changement climatique, l'économie circulaire, l'alimentation durable, la préservation des sols pollués. Donc voilà, ce sont des domaines assez variés et on apporte de l'expertise, du conseil et des financements pour que les projets se fassent en région. Et notre rôle, c'est d'adapter vraiment la politique publique pour que ça soit adapté à notre île, en Martinique. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Est-ce que, voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? N'hésitez pas à m'interrompre en ma présentation. Alors, le constat, donc, on constate effectivement que les aléas climatiques sont de plus en plus sévères, de plus en plus récurrents. Là, j'ai fait quelques photos, j'ai mis quelques photos que j'ai prises moi-même ou que j'ai récupérées dans la presse. Voilà, on a des submersions marines au Carbet, on a l'érosion du littoral, notamment au Carbet après Beryl, après le cyclone Beryl. Glissement de terrain, destruction d'habitations aux prêcheurs, des séquences de sécheresse avec la Martinique qui avait été placée pour la première fois en situation de crise sécheresse en mai 2024. Et puis nos coraux qui sont en train de mouler, hein. En tout cas une grosse partie des coraux. Et puis des inondations récurrentes aussi dans certains cours, notamment les rivières pilotes. Donc tout ça en lien avec la hausse effectivement continue des émissions de gaz à effet de serre. Et là, vous voyez, il y a une courbe en fait qui vous montre que pendant 450 000 ans, le CO2, il n'est jamais allé, enfin, la concentration de CO2 n'a jamais dépassé les 300 parties par million dans l'atmosphère, et qu'à partir de 1950, le seuil a été dépassé pour la première fois. Il ne cesse d'augmenter jusqu'à arriver à un seuil, là, j'ai repris le chiffre récent, 427 parties par million en février 2025. Et c'est vrai que là, le GIEC nous rappelait que là, on a une concentration de CO2 la plus élevée depuis 2 millions d'années. C'est pour montrer vraiment la différence de l'évolution du CO2 liée aux activités humaines. Et faire face aux impacts du changement climatique et réduire la vulnérabilité de nos entreprises et de notre territoire. Donc c'est vraiment ça l'adaptation, c'est faire face aux impacts qui sont déjà là et qui vont s'accélérer. Et c'est vrai que pendant des années, la balance a été un peu déséquilibrée. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur l'atténuation, beaucoup d'actions, beaucoup de projets ont été faits sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les entreprises, les collectivités, les associations. Et là, depuis plusieurs années maintenant, on travaille à rééquilibrer cette balance et travailler sur vraiment comment faire face maintenant aux impacts qui sont déjà là. Et c'est pas renoncer aux efforts d'atténuation. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. On ne renonce pas aux efforts d'atténuation, mais on anticipe, effectivement, pour ne pas subir.
On a le plan national d'adaptation au changement climatique, on appelle le PNAC, le PNAC 3, qui est sorti en mars 2025. Et dans ce PNAC, en fait, on voit bien que de plus en plus, en fait, il y a des mesures qui sont dédiées aux entreprises. Là, j'ai mis quelques exemples. Hein. C'est la mesure 33 sur mobiliser tous les secteurs économiques, intégrer l'adaptation au changement climatique dans les stratégies d'entreprise. Mesure 34, intégrer les enjeux de l'adaptation dans les dispositifs d'aide aux entreprises. Et puis, mesure 41, par exemple, développer les outils, l'information nécessaire aux entreprises. Donc, alors quand on parle d'entreprise, c'est vrai qu'on peut parler aussi de collectivité, enfin, en tant qu'entreprise, en tant qu'employeur. C'est pas que les entreprises privées. Hein. Il y a 5 catégories de déclencheurs pour l'adaptation. Premier déclencheur, souvent, c'est l'expérience vécue des risques climatiques. Bon, c'est vrai qu'en Martinique, on a vécu Dine, par exemple, en 2007, Beryl en 2024. Ça a pu faire réagir certaines entreprises ou certaines collectivités à faire des actions, par exemple. Il y a aussi la sécheresse, voilà. Plusieurs faits qui permettent de ensuite déclencher le fait d'y aller, quoi. La demande de parties prenantes. On peut avoir l'Office de l'eau qui nous dit, voilà, pour la qualité de l'eau, il va falloir faire des choses, gérer différemment. Donc, c'est une partie prenante qui va dire aux entreprises, aux collectivités d'agir. Et ça permet aussi aux entreprises de se lancer. L'incitation réglementaire. Il y a des entreprises qui sont soumises aux documents de reporting, de durabilité. Bon, CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive. Je pense qu'il y a au moins une entreprise que je vois présente aujourd'hui qui est soumise à cette réglementation européenne qui l'incite et l'oblige à faire du reporting régulièrement de sa durabilité. Ensuite, ça peut être vraiment un déclenchement qui se passe dans une démarche systémique d'analyse des risques ou une démarche un peu plus globale, notamment pour le bien-être au travail. Et je pense qu'on en parlait tout à l'heure par rapport à la chaleur. Donc, bien-être au travail, développement de solutions fondées sur la nature, ça peut être des déclencheurs de la démarche. Alors, il y a effectivement un chemin à parcourir. On a parlé des déclencheurs, donc les déclenchements. Mais surtout, alors, ce qui arrive souvent, c'est qu'il y a des premières actions qui sont menées, ce qu'on appelle dans un cadre de parcours partiel, où on travaille sur une thématique en particulier. Donc, on travaille, on pense à des actions ponctuelles, on les évalue, et puis on travaille comme ça sur un cheminement un peu partiel. Mais il y a vraiment ce qu'on appelle le cheminement global qui prend en compte toutes les thématiques, en compte tous les acteurs du territoire et toutes les filières, en fait, sur différentes thématiques comme les inondations, amélioration des conditions de travail, économie d'eau, confort d'été des collaborateurs, des bâtiments, par exemple. Hein, il y en a bien d'autres, mais c'est un cheminement vraiment plus complet qui commence par un diagnostic, une détermination de stratégie d'action, et puis ensuite une phase de suivi et d'évaluation de toute cette démarche. Alors, avant et en amont en fait, de la phase diagnostique, il est important de bien comprendre et de convaincre. Il y a un mot qui a disparu, je pense, dans le changement de format. Donc, comprendre et convaincre, en fait, par des outils d'information, des ateliers, ateliers d'adaptation au changement climatique que Martine a commencé à lancer en Martinique, qui permettent justement de sensibiliser les directions d'entreprise, des salariés, des agents. Il y a des guides aussi qui sont à disposition, donc notamment il y a un guide ici, comment s'engager dans un parcours d'adaptation. Donc là, vous aurez possibilité d'en avoir quelques-uns. J'en ai une trentaine. Des guides, des sites et cet aspect de connaissance d'abord en premier nécessaire pour prendre la décision d'y aller. Ensuite, bien sûr, on passe par une phase de diagnostic. Il y a plusieurs outils qui existent. Là, j'en ai mis quelques-uns qui sont adaptés en Outre-mer. Mais il y a bientôt, au mois de mai, ce qu'on appelle le Diag Adaptation qui va sortir. Avec le BPI France et l'ADEME, on organisera justement la possibilité aux entreprises de se lancer dans un diagnostic d'adaptation. Et Martine sera justement actrice de ce projet. Oui, donc voilà, il y a effectivement dans le cadre de... Alors ça, c'est vraiment un projet avec la BPI France. Mais pour la stratégie, vous voyez à droite, il y a ce qu'on appelle le programme Accelerate Climate Transition. C'est vraiment un programme assez complet, justement, de décarbonation et d'adaptation. Et maintenant, il y a le volet adaptation qui a été rajouté pour construire sa stratégie en se basant sur les indicateurs de l'adaptation. Et permet donc de déterminer une stratégie précise pour l'entité qui se lance.
Des financements d'actions sont possibles, avec l'Office de l'eau notamment, présente ici avec Gaël Liela, qui est venu nous rejoindre aujourd'hui, qui peut effectivement financer des actions autour du domaine de l'eau, de la gestion de l'eau et de la qualité de l'eau. Et je vous ai mis aussi un lien vers notre plateforme Agir de l'ADEME qui aussi propose beaucoup de financement dans la transition écologique. Vous aurez le diaporama, vous aurez les liens à chaque fois pour cliquer sur chaque image pour avoir accès rapidement aux informations. Et puis, pour la phase d'évaluation, on reprend aussi la méthodologie acte adaptation qui permet de déterminer les indicateurs de suivi et l'évaluation au fil du temps de votre stratégie. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, un résumé des différents outils à la disposition des entreprises pour pouvoir rentrer dans la démarche d'adaptation. Oui. Ah, pardon, excusez-moi. Je vais vous demander à chaque fois d'essayer de... On va faire circuler des micros. Il y a quelqu'un de stratégie résilience pour que les personnes puissent poser des questions dans les micros, vu qu'on enregistre et qu'on a des personnes aussi qui sont distancielles. Donc voilà. Bonjour à tous ceux qui sont distanciels. Est-ce que la décarbonation, c'est vraiment abaisser justement les émissions de gaz à effet de serre? C'est vraiment la démarche d'atténuation dont on a parlé tout à l'heure, qui permet par exemple aux industries de voir, de trouver des procédés industriels, des entreprises en fait aussi, de comment diminuer les émissions de CO2. Alors que l'adaptation, c'est vraiment là, anticiper des impacts qui sont déjà là et qui vont s'accélérer. Là, je vous ai mis un exemple d'une entreprise, par exemple, qui fait face à la menace de l'élévation du niveau de la mer et des inondations fréquentes pour ses installations. Donc, c'est issu, ce graphique-là est issu du guide de l'ADEME, donc en entreprise, comment prendre des décisions pour s'adapter au changement climatique. Là, vous avez le cas d'une entreprise qui actuellement, elle a une démarche de gestion de crise, elle répare les choses, elle subit en fait, elle subit les événements, elle est obligée de réparer ses installations. Et là, elle décide aujourd'hui, après cet atelier, de pouvoir se lancer dans une stratégie vraiment d'adaptation. Alors, dans cette stratégie, on va lui proposer, et elle va décider avec ses employés, 4 actions. Donc, première action, donc la trajectoire A, c'est améliorer les capacités d'alerte et de gestion de crise dans un premier temps. Tout ce graphique-là, en abscisse, vous avez des temps, hein, T0, T1, T2, qui correspondent au niveau de la mer, au niveau de montée de la mer. Donc, à l'instant T0, OK, elle a les moyens déjà d'améliorer les capacités d'alerte et de gestion de crise. Mais elle sait très bien qu'il y aura des limites à cette action-là. Donc, elle se dit, OK, on va décider de regarder d'autres actions possibles. L'action C, là, en vert, c'est carrément rehausser l'installation d'entreprise. Là, ça coûte très cher. Mais si c'est bien calibré, ça va durer longtemps et on va pouvoir tenir à l'instant T1, T2 où la mer va monter. Bon, si maintenant vraiment c'est vraiment très cher, elle va peut-être prendre la possibilité d'aller vers la trajectoire B. Elle va se dire, bon, ben, je vais protéger mon installation jusqu'à l'instant T1, je vais le protéger, ça va tenir, mais après, à l'instant T2, il va falloir quand même que je relocalise mon installation. Je n'aurai pas le choix. Donc, vous voyez, c'est vraiment une idée de trajectoire différente en fonction des moyens d'entreprise, en fonction de ce qu'elle connaît du changement climatique, des différentes projections qui sont faites par Météo France et qui changent au fil du temps, et d'adapter en fait sa stratégie. Voilà. C'est vraiment des choix en fonction des seuils, quoi, du niveau de la mer, par exemple. En termes de stratégie ABCD, mais après, c'est vrai que c'est compliqué, mais je pense qu'il y a peut-être un truc qui passe directement de A à D. Tout à fait. Quitte à mettre en sécurité financière derrière. Oui, oui. Il doit avoir une vision à temps. Et on va laquelle suite, par exemple, si j'ai une installation sans arrêt, etc., je me fais tout le monde. Donc, ça t'esprit. Oui, ça t'esprit, comme ça. Attention, les sur le terrain aussi. Mais oui, effectivement, on peut se dire qu'il y a plusieurs scénarios possibles dans ce cas de figure-là. Là, c'est un exemple, mais voilà, tout est possible. Et cette démarche de stratégie est vraiment importante. Je sais que le Grand Port travaille beaucoup sur sa vulnérabilité en ce moment, à étudier sa vulnérabilité, voilà. Accepte certaines fois peut-être d'avoir des endroits du port qui seront submergés quelques heures, décide après de réorganiser ses activités en fonction du niveau de la mer, de rehausser, c'est de rehausser certaines fois. Bon. C'est vraiment au cas par cas et c'est vraiment vers ça que les entreprises devraient aller pour pouvoir
se projeter à moyen, long terme et vraiment avoir une stratégie vraiment d'adaptation. Alors, c'est vrai que là, j'ai marqué donc des actions à prioriser pour s'adapter, donc garantir des conditions de travail optimales, adapter l'organisation de travail, les horaires de travail, la charge de travail, les équipements aussi de protection, intégrer aussi les risques climat dans les documents officiels, document unique d'évaluation des risques professionnels, programme annuel de prévention des risques professionnels et amélioration des conditions de travail. Tous ces documents-là doivent prendre en charge le prisme climat et le risque climat. Et puis travailler sur tout ce qui est végétalisation, gestion intégrée des eaux pluviales dans les entreprises aussi et déployer des solutions d'adaptation. On est sur la nature, sur des solutions vertes, des solutions en fait qui ne sont pas du grises comme on dit, liées à la construction, par exemple. Quand on parle de solutions grises, c'est mettre des digues pour essayer de se protéger, alors qu'on sait très bien que ça a un effet qu'à court terme. Alors, aussi une possibilité que les entreprises ont, c'est de coopérer, de travailler avec le territoire, les acteurs du territoire. Là, je vous ai mis l'exemple de la mairie du Lamentin, qui a donc lancé le gros programme Réciprocité, qui est un programme sur 6 volets et qui travaille sur le reboisement de la mangrove, sur le porcoé aussi, la dépollution du porcoé, sur le banc de cabri, l'onvillier. Et en fait, c'est vraiment l'idée de protéger la mangrove et que la mangrove nous donne des services. Ben, là, c'est en réciprocité, l'homme doit la protéger. Et elle met en place ce qu'elle appelle des rangers aussi dans les entreprises. Donc, il y a 12 entreprises qui ont signé une convention de mise à disposition de salariés. Moi, je trouve ça génial. C'est 20 rangers qui travaillent un jour par mois pour pouvoir mener des actions de reboisement, par exemple. Et ce sont les entreprises qui sont, par exemple, les arbres, justement, qui sont à la lisière de la mangrove et qui veulent la protéger, faire en sorte de travailler sur la dépollution et le reboisement. Donc, chaque entreprise peut avoir des actions en complément et en coordination avec un territoire, une mairie ou une collectivité dans ces actions. Alors, pour terminer, pour la partie suivi, évaluation de stratégie, donc il y a effectivement la méthodologie Acte Adaptation qui donne une note sur 20 de comment est l'entreprise. Donc, la note est donnée sur la manière de gouverner. Donc, la gouvernance, la stratégie. Il y a une note qui est donnée aussi sur les risques climatiques physiques dans l'entreprise. Et puis, une autre note sur les capacités d'action, d'adaptation. Donc, c'est vraiment un outil externe et qui permet de voir la maturité de l'entreprise. Là, je vous ai mis des ressources, vous pourrez cliquer dessus, des ressources notamment sur un mémo sur les risques physiques, avec un focus sur les travailleurs, et puis d'autres liens sur justement des guides qui existent pour avoir des retours d'expérience. Et puis un focus quand même sur la partie atténuation, décarbonation, donc pour montrer que justement on n'oublie pas l'atténuation, mais qu'il faut vraiment continuer à le faire. Là, vous êtes une entreprise, vous devez vous poser la question, est-ce que si j'ai plus de 250 salariés, ben, je suis obligé de faire un bilan de mes émissions, c'est une obligation réglementaire. Vous devez déposer un bilan en fait sur une plateforme de l'ADEME et le faire tous les 3 ans. Si ce n'est pas le cas, ça peut être une démarche volontaire. Une entreprise de 10, 20, 30, 40 salariés, ben, vous pouvez dire, ben, OK, ben, je veux savoir l'empreinte carbone de mon entreprise et je veux évaluer mes émissions pour pouvoir faire en sorte de les réduire. À ce moment-là, on peut vous aider et vous accompagner sur la partie technique, cahier des charges, liste de consultants disponibles pour faire ce type de bilan. Et si une entreprise travaille dans le domaine des transports, il y a obligation réglementaire déjà de donner l'information sur justement l'impact carbone de ces prestations de services. Voilà, je suis une entreprise de logistique, je dois dire à mon client combien va émettre le service que je vais lui faire dans son entreprise en termes de livraison de produits. Et si donc mon entreprise a plus de 50 salariés, ben là, elle est obligée normalement d'intégrer le volet mobilité domicile-travail dans le bloc égalité professionnelle et qualité de vie du travail, au travail, lors des négociations annuelles obligatoires. Donc ça, c'est une obligation. Donc beaucoup je pense, de DRH ça peut-être pas ça, mais en tout cas, c'est vraiment une obligation. Et il est intéressant de savoir que s'il y a un accord avec les syndicats, ben, tant mieux. On travaille sur l'aménagement des horaires, par exemple, dans l'entreprise. On développe le covoiturage, le télétravail, le vélo, le bus.
Et puis, si jamais il n'y a pas d'accord, là, il y a une obligation de faire vraiment un plan et de le transmettre à l'autorité. Sinon, il y a une amende. Donc, ça, c'est vraiment un point. Pourquoi on développe des plans de mobilité? C'est pour diminuer l'utilisation des voitures individuelles et de trouver des solutions alternatives à la voiture individuelle et donc d'abaisser nos émissions de gaz à effet de serre. Il faut savoir que le transport routier émet énormément d'émissions, émet beaucoup de gaz à effet de serre en Martinique et consomme beaucoup d'énergie. Donc, c'est vraiment un secteur sur lequel il faut agir dans la manière de repenser nos déplacements. Et puis, si l'entreprise n'est pas obligée de faire un plan de mobilité, si elle a moins de 50 salariés, elle peut le faire volontairement. À ce moment-là, elle peut être accompagnée par l'ADEME sur l'aspect technique aussi. L'ADEME aussi a créé un site qui s'appelle employeurprocovoiturage.ademe.fr qui permet d'avoir toutes les ressources sur le covoiturage, mais pas que. Il y a une boîte à outils sur les plans de mobilité employeurs et qui permet d'avoir vraiment toutes les données sur le forfait mobilité durable, sur la charte que les entreprises peuvent signer pour faire partie de ces entreprises engagées. Dans le diaporama, je vous enverrai, il n'y aura pas les petits problèmes de formatage. On a dû adapter le diaporama à l'écran. Ensuite, nous, on peut aider aussi sur tout ce qui est optimisation des flottes de véhicules légers des entreprises par l'outil MobiliPro que l'ADEME met à disposition gratuitement pour les entreprises et même les collectivités. Actuellement, il y a 10 structures en Martinique qui sont engagées dans cette démarche-là et on travaille à la fois sur repenser l'organisation des déplacements dans l'entreprise, on travaille sur l'aspect éco-conduite des conducteurs, nouvelles pratiques de mobilité, voir s'il est utile d'avoir une voiture pour faire 1 kilomètre pour aller d'un endroit, d'un site à un autre, plutôt que dans le vélo, par exemple. Donc, c'est vraiment des réflexions très, très détaillées sur l'activité. Et puis ensuite, il y a vraiment des actions sur les véhicules qui sont vraiment obligatoires d'avoir. Ben là, on travaille sur d'avoir des véhicules moins émissifs en gaz à effet de serre et en polluants atmosphériques. D'ailleurs, on peut aider ces entreprises ou collectivités à acquérir ou à renouveler leur flotte par des conseils ou même des financements pour les entreprises. Pour les entreprises de transport logistique aussi, il y a un programme qui s'appelle Engagement volontaire pour l'environnement, qui permet à l'entreprise de s'engager pendant 3 ans à baisser ses émissions de gaz à effet de serre. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire baisser les consommations de carburant, donc baisser les charges fixes qu'ils ont, parce que le carburant, bien sûr, évolue et plutôt à la hausse quand on suit le prix du carburant. Et donc là, c'est vraiment aider les entreprises. Et c'est gratuit. En plus, l'outil est gratuit, l'accompagnement est gratuit. Donc, il y a actuellement une vingtaine de transporteurs en Martinique qui s'engagent là, qui sont en train de s'engager, et les bénéfices sont multiples. C'est-à-dire bénéfices économiques, d'abord, managérial aussi, dans la manière aussi de gérer les flux de transport, commercialement aussi vis-à-vis de leurs clients, parce que beaucoup de clients maintenant demandent aux transporteurs leur impact carbone. Et puis bien sûr un bénéfice environnemental, puisqu'on améliore la qualité de l'air, on améliore déjà la qualité de l'air pour la santé publique, et puis on améliore et on baisse les émissions de CO2 et on agit justement sur le climat. Et comme je vous disais, donc on a des aides qui s'appellent les aides tremplin pour les PME en 2025 pour justement diagnostiquer leur flotte et leur donner un forfait complémentaire au bonus de l'État pour pouvoir les aider à remplacer un véhicule très polluant par un véhicule électrique. On peut même les aider à acquérir des vélos à essence électrique ou des vélos cargo pour faire du transport de petites marchandises sur le dernier kilomètre, comme on dit, le dernier trajet qui nécessite qui utilisent actuellement des véhicules camionnettes, par exemple, qui pourraient être très bien, dans certains cas, être remplacés par des vélos cargo, bien sûr, dans des endroits de la Martinique sécurisés où on pourra avoir des espaces sécurisés, c'est sûr. Vélo cargo électrique, pas scooter électrique. Vélo, nous, c'est plutôt les aides sur les vélos électriques cargo. Non, c'est vraiment. Ouais, on est sur les vélos, pas les scooters, ouais. Il y avait eu pas mal de bonus sur les scooters pendant longtemps. Ouais. C'est vrai que là, bon, il y en a plus trop. C'est pour ça que maintenant. Je voulais avoir la réponse, parce qu'à la cause de pourquoi le bonus sur le vélo. Parce que le vélo est plus écologique que le scooter, déjà. Et qui remplace vraiment le. Comment 100 kilos. Oui, mais le vélo est encore plus écologique. C'est pas. Il n'y aura pas photo. 100 kilos, c'est 100 kilos. Donc, le vélo cargo, lui, il coche toutes les cases et c'est vrai que c'est pour ça qu'on a la possibilité de l'aider encore jusqu'en fin 2025. Voilà.
Damien. Annabelle, Damien Huot-Marchand, Daniel. Excuse-moi, je réagis au mot décarbonation de tout à l'heure. Alors effectivement, le CO2, c'est le gaz à effet de serre largement le plus important de l'atmosphère. Mais je voulais juste quand même faire un point sur d'autres gaz à effet de serre, parce qu'on utilise souvent le bilan carbone, décarbonation, mais n'oublions pas d'autres gaz à effet de serre, et notamment, alors on a le méthane, hein, par exemple, dans les décharges, la décomposition de déchets des gaz du méthane. Et en Martinique, on a une vraie problématique sur les gaz de clim, les fluides frigorigènes, fluorés, qui sont des gaz à effet de serre, mais qui sont 1000 fois plus puissants que le CO2. Et on a un vrai souci en Martinique, parce que les deux metteurs sur le marché, c'est la Somal et Gazprom. Ils nous ont déjà alertés depuis de nombreuses années sur le fait que tout ce qu'ils mettent sur le marché, ils ont l'obligation de récupérer chez leurs clients, mais que très peu de clients leur ramènent. Donc, ça veut dire que ces gaz à effet de serre, ils finissent dans l'atmosphère. Donc ça, il faut avoir vraiment conscience de ce souci-là qui est très, très peu médiatisé, mais il ne faut pas oublier les autres gaz à effet de serre, et notamment les gaz fluorés de climatisation. Merci de ce complément. C'est vrai que c'est un sujet très critique. Ensuite, vous avez aussi l'AVER Martinique, c'est une association qui a été créée justement pour pouvoir concilier les entreprises et collectivités sur tout ce qui est mobilité durable et électrique, et qui apporte des formations de sensibilisation aux différents acteurs, étudiants et syndics de copropriété ou bailleurs sociaux. C'est vraiment une association qui est là pour vraiment conseiller. J'ai mis les coordonnées de Lucas Niédu, qui est en charge de cette association. Et pour terminer, donc, les autres aides, vous voyez plus loin. Donc, il y a eu en mars, donc, le 18 mars, un webinaire de mes collègues sur justement toutes les aides de l'ADEME, sur tous les autres secteurs, de l'alimentation, l'économie circulaire, les déchets, la maîtrise de l'énergie, il y a aussi sur la mobilité et les aides transverses. Donc, je vous donnerai le lien vers le replay du webinaire. Et puis, Martine pourra vous donner aussi la présentation PDF. Et pour terminer, donc Martine m'a vraiment demandé de faire un petit retour d'expérience sur le réseau donc Clim Urba 97.2 qui a été créé en 2019. Et en fait, pourquoi a été créé ce réseau? Il avait été créé parce que lors d'une formation justement sur l'adaptation au changement climatique en 2019, on s'est rendu compte qu'il y avait un cloisonnement entre les chargés de mission plan climat des collectivités et puis les chargés de mission aménagement qui s'occupent des programmes de planification, les plans locaux d'urbanisme, les schémas de cohérence territoriaux, tout ça. En fait, il y avait vraiment un cloisonnement entre ces deux métiers et on a vraiment voulu faire un seul réseau en les regroupant. Et ça a donné que maintenant, il y a des membres réguliers qui viennent, donc les 3 EPCI. Il y a Lamentin qui vient régulièrement, il y a l'Office de l'eau qui vient, la DEAL, l'Observatoire territorial de la transition écologique et énergétique, Madiner aussi qui s'occupe de la qualité de l'air, l'Office français de la biodiversité, et il y a ensuite d'autres acteurs du territoire, l'ONF, Météo France, qui vient selon les thématiques qui sont abordées dans l'atelier. Et en fait, on s'est dit aujourd'hui, et si on invitait les entreprises maintenant, en 2025, pour décloisonner maintenant les collectivités des entreprises, du secteur économique. Et donc voilà, la question d'aujourd'hui, et qu'on va vous poser tout à l'heure un petit atelier de groupe, c'est et si les entreprises y assistaient, ils pouvaient aussi donner leur retour d'expérience et être aussi au courant de tout ce qui se passe sur le territoire. Parce qu'on se rend compte que beaucoup d'entreprises ne savent pas vraiment tous les projets en cours et toutes les démarches aussi. Donc ça se caractérise par des ateliers trimestriels. Donc au départ c'était en présentiel, maintenant c'est plutôt en visio. On essaiera justement de faire des sorties terrain pour vraiment illustrer les sujets. C'est une séance de 3 heures tous les trimestres. Donc, voilà. Avec une possibilité d'accéder à un espace collaboratif que j'anime, où il y a vraiment beaucoup d'informations, d'actualités, des guides aussi, et aussi des possibilités surtout d'échanges entre les personnes qui sont adhérentes à cet espace collaboratif gratuit, quoi. Vous pouvez poser des questions, un partenaire peut répondre, donc ça peut être très interactif. Et les contenus des ateliers, en général, on fait une revue de territoire. On regarde par EPCI, par Espace Sud, CACEM, Cap Nord, par exemple, où on sent leur plan climat, où on sent les aménagements, la qualité de l'air, la mobilité. On pourrait introduire une revue des entreprises engagées, ou même des lycées engagés dans une démarche
d'adaptation. On pourrait voilà, introduire l'aspect technique et la situation donc, des entreprises. Et puis, on travaille bien sûr sur des points, des projets régionaux, des travaux d'observatoire. Parce que tout le monde sait qu'il y a un observatoire territorial qui, chaque année, fait des publications, des émissions de gaz à effet de serre, de l'énergie consommée, des déchets aussi traités. Est-ce que vous êtes au courant de cette existence d'observatoire territorial déjà, qui n'est pas au courant? Donc, il y a beaucoup de personnes voilà, qui ne sont pas encore au courant de l'existence de l'observatoire qui existe depuis déjà 3-4 ans et qui permet gratuitement des données du territoire. Je vais vous demander, pour expliquer à l'époque, c'est génial, en transition. Donc, c'est vrai, ces sujets-là, c'est des sujets qu'on permet d'avoir des équipes. On a des agences sur l'île et on se pose des questions d'installation de bornes. On parle de mobilité durable, électrification. Souvent, ça aurait été intéressant pour nos clients d'avoir des installations de bornes. Mais on est confronté dans certaines collectivités locales pour le raccordement ou l'installation de ces bornes. Des fois, on est propriétaire que de l'agence, on n'a pas de parking dans l'extérieur. On a besoin de collectivités locales et c'est suivi la KSM pour aller au bout du projet, parce que c'est pas avec nos petits bras musclés qu'on va. Voilà, l'intérêt de voilà, décloisonner, d'avoir ce type d'échange pour aller plus loin pour l'installation de bornes sur les parkings. Parce que du coup, c'est un frein. Ou alors, il faut avoir un contact, le maire de Rivière-Salée, le maire de Pantel, etc. Et c'est beaucoup plus long. Ok. En tout cas, voilà, c'est un exemple de lionnage entre entreprises et collectivités qui sera intéressant. Et puis, même dans le cadre des plans de mobilité employeurs, c'est important que les entreprises soient en lien justement avec Martin Transport, donc les mettre en lien et être force de proposition à l'autorité de transport pour pouvoir optimiser les horaires des bus, par exemple, améliorer les fréquences. Et si on n'est pas ensemble, justement, pour pouvoir porter le sujet, ben, ça peut être difficile. Tout ça pour vous dire que nous sommes très favorables à inviter des entreprises engagées, volontaires, à nos ateliers trimestriels, et puis continuer avec vous sur ces sujets-là. Voilà, je pense que le temps de parole est terminé. Merci. Merci beaucoup, Annabelle. C'était enrichissant. Merci beaucoup de ton intervention. Je vous propose maintenant de bien penser à toute cette intervention, de vous mettre par groupe de 2 ou 3, de prendre un papier et un crayon que Julie va vous donner. Donc, vous pouvez soit rester assis, soit vous lever dehors et de répondre à cette question-là. On va l'afficher à l'écran dans un petit moment. Et sinon, c'est bien, ça vous fait un petit travail de mémoire. Comment appliquer ce que vous avez vu là au sein de votre organisation? Voilà. Et essayez de discuter avec des gens avec qui vous n'avez pas l'habitude de discuter. Donc, discutez pas avec vos collègues. D'accord? Super.